Bonjour à tous, je suis Elisabeth Sutton, je suis la cofondatrice du site idebooks.com et qui est un site qui parle de culture, de numérique, de tech et de livres bien entendu. Et je suis également conseil en édition auprès de la chaîne du livre en communication et marketing. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence de clôture parce que le salon ferme dans peu de temps, après 2 jours intenses. Je vais vous présenter mes invités, mais déjà, je vais vous dresser un portrait de ce dont on va parler aujourd'hui. C'est la première fois que les 2 salons, Creative Book et Presse et Médias au Futur, se rejoignent. C'est une expérience qu'on a voulu tenter parce qu'on estime qu'avec l'évolution de l'activité de l'industrie du livre et de la presse, il y avait des choses à se dire et il y avait des ponts communs et des problématiques communes à évaluer et puis à réfléchir autour de ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait depuis 2 jours. Et là, pour cette conférence, on va parler à la fois de presse et de livres, avec différents formats et des choses assez innovantes qui sont en train de se mettre en place ou qui sont déjà en place. Et ça va être, je pense, important, ne serait-ce que pour vous ouvrir l'esprit vers le champ des possibles, ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de faire bouger les lignes, parce que le livre n'est pas mort, la presse n'est pas morte non plus, malgré les IA, malgré tout ce qui se passe. On a encore plein de projets dans le métier, dans les métiers, pour faire évoluer les choses. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités. C'est un plateau assez exceptionnel, je trouve, et je les remercie déjà d'avoir accepté l'invitation de venir nous joindre aujourd'hui. Je vais vous présenter d'abord Thibaut Gugliani, qui est ici, juste ici. J'y arrive plus, là, c'est la fin de la journée. Qui est directeur culture et publishing chez Ulule. Et qu'est-ce qui se... Bon, tu sais ça, hein? Oui, vous allez expliquer. Laure Pretla, qui est juste ici, qui est la cofondatrice de Librinova. Librinova est une plateforme d'auto-édition assez pionnière dans le domaine qui permet aux auteurs de se publier seuls, sans éditeur. Et puis Julien Vercouter, qui est juste au bout, qui est journaliste pour un média 100% en ligne qui s'appelle Les Numériques et qui, je pense, vous connaissez. Et Laurent Guimier, qui est également journaliste et qui représente la CMA Média, mais qui va nous parler du journal La Provence et de l'initiative de La Provence avec l'IA, intelligence artificielle. Donc, je vais commencer par Thibaut. Vous avez lancé très récemment, je crois que c'était il y a 1 mois ou 2 peut-être, ou 3. Ouais, c'est mois de juin même. Mois de juin, ok. Vous avez lancé Kiss Kiss Publishing et vous vous adressez, c'est un concept qui pourrait révolutionner la publication de livres, hein, on l'espère pour vous, et en fait qui s'adresse non pas forcément aux auteurs, aussi aux éditeurs, mais aussi aux créateurs de contenu. Et quand on entend créateurs de contenu, qui sont-ils ? Ce sont notamment les influenceurs sur les réseaux sociaux, les gens qui ont une présence sur les réseaux et qui brassent énormément de followers, comme on le dit dans le jargon. Donc, vous avez ouvert une possibilité de pouvoir publier un livre, on est d'accord ? C'est ça. Et vous allez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et comment est le concept. Je rappelle qu'Ulule est une plateforme de crowdfunding, donc de financement participatif pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ouais, en fait, je vais simplement faire une petite intro sur, en effet, le Ulule et KissKissBankBank, qui étaient historiquement 2 plateformes très concurrentes jusqu'à décembre dernier, qui ont été créées en 6 mois. Kickstarter, KissKissBankBank et Ulule ont été créés en 2010. Ça s'est fait sur 6 mois à peu près. Et c'est vrai que donc Kickstarter, sur un marché beaucoup plus gros et beaucoup plus grand, et KissKissBankBank et Ulule se sont développés pendant 15 ans et étaient
monopolistique. Enfin, avant Kickstarter, c'était une exception culturelle française en l'occurrence. On était le seul pays à avoir deux plateformes en Europe, à avoir deux plateformes avant la grosse plateforme américaine. Kickstarter et l'idée d'origine de KissKissBankBank, c'était de contrer la crise du disque à l'époque. C'est pour ça que c'est important de l'expliquer, c'est que ça fait longtemps qu'on on imagine en fait la logique de prévente, nous chez KissKissBankBank et puis après chez Ulule, comme un boost du marché. Du marché. C'est pas une alternative au marché, c'est vraiment un boost du marché. Donc c'est vraiment l'idée d'augmenter la chaîne de valeur à tous les niveaux, grâce en effet à une évaluation des communautés la plus fine possible, qu'on a fait que améliorer pendant 15 ans sur Ulule et KissKiss. Sur Ulule, sur KissKiss, on avait créé... il y avait eu le lancement de Blast qui s'était fait pour la première fois sur un travail de cartographie des communautés, sur une marque média qui n'existait pas, et ainsi de suite, sur 3 mois de cartographie des communautés de Denis Robert et ses équipes à l'origine, et qui avait amené à une campagne de financement d'1 million d'euros, de 900 000 euros, de quasiment 1 million d'euros à l'époque pour lancer Blast. C'était une des premières grosses campagnes médias chez Blast, et après on a accompagné beaucoup de médias indépendants et éditeurs et ainsi de suite. Et Ulule, c'est un peu la même histoire, hein. C'est des gens qui sont plus sur la tech, qui ont une approche plus tech, moins marché, mais qui est quand même avec une logique de web au milieu, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il y a Internet, le direct to customer peut se faire naturellement. Et Internet a été inventé en 95, on est en 2025, donc on travaille encore sur le direct to customer, en fait, tout simplement, tout en travaillant à booster aussi le marché traditionnel. Et je finis juste sur ça, avant de passer sur KissKiss Publishing, c'est qu'en fait, la souscription littéraire, ça a 300 ans, donc ça n'a rien de révolutionnaire. Ce qui était révolutionnaire vraiment dans la façon, dans l'approche de nos plateformes, c'était de travailler sur une événementialisation et un travail sur le FOMO, vraiment un travail d'avant-première, de pré-vente en avant-première, en tout cas pour le livre. Et ça a été, c'est l'auto-édition qui s'est accaparée de l'outil. Ensuite, les éditeurs indépendants l'ont fait. Et enfin, depuis 2 ans, c'est les grands éditeurs qui travaillent, Gallimard, Dargaud, Dupuis, sur des projets qui ont des fortes dimensions communautaires ou qui sont des nouveaux titres où on va aller tester un marché, exactement comme un entrepreneur va le faire avec une marque classique. Voilà. Et KissKiss Publishing, c'est ni plus ni moins que la suite naturelle de ce qu'on fait depuis des années avec tout l'ensemble des acteurs culturels, hein, de la production audiovisuelle de Cyril Dion jusqu'à des éditeurs, beaucoup d'acteurs culturels, donc beaucoup de formats financés grâce à ça. Et la prévente de livres, et on a abouti, on a notamment travaillé beaucoup avec les créateurs de contenu depuis 10 ans, et avec forcément des communautés les plus engagées, pas forcément les plus grosses, hein, mais les plus engagées, c'est très important de le dire. Et on est arrivé aujourd'hui à un niveau de monétisation d'un nombre de followers de l'ordre de 2,5 € par abonné. C'est-à-dire qu'un YouTuber qui a 180 000 abonnés, qui a un beau livre, est capable de lever 600 000 euros pour financer un livre, du merchandising, des expériences, et après d'aller le vendre sur le marché. Voilà. Quand je dis que dans l'absolu, ça peut révolutionner le marché du livre, ce n'est pas un petit mot. Ouais. Je vais juste affiner sur KissKiss Publishing l'approche. Exactement. L'approche de KissKiss Publishing, c'est important, je tenais à faire cette intro, c'est pour vous expliquer que KissKiss Publishing n'est pas là pour déconstruire l'édition. Nous, on croit en l'édition indépendante, on est assez engagé sur ces sujets-là, sur la librairie indépendante. Nous, on croit vraiment en l'indépendance financière des gens. Enfin, c'est quelque chose qui nous meut, hein, au quotidien. On est vraiment dans une logique de plus de valeur sur la création, moins de valeur pour les middlemen, c'est-à-dire tous les intermédiaires en fait, des économies un peu archaïques. Donc l'idée, c'est pas de bouleverser ça. L'idée, c'est aussi de continuer à travailler avec des éditeurs qui ont besoin, des éditeurs indépendants, donc sur la logique de prévente. Et KissKiss Publishing, c'est ni plus ni moins que de le faire depuis KissKissBankBank, de déposer des campagnes sur Ulule et de proposer un service clé en main où il y a un contrat sans cession de droit. C'est un contrat très court, et c'est un partage à 50-50 de la valeur sur un budget ultra transparent. C'est-à-dire qu'un auteur ou une autrice, que ce soit quelqu'un qui vient du web, quelqu'un qui a une forte communauté, parce que notre breakpoint, il est à peu près à 300 000 euros. On parle de campagne à 300 000 euros de prévente et plus, hein, pour
modéliser le modèle au départ. L'idée, c'est de baisser ce point de rentabilité au fur et à mesure. Mais là, on est sur une phase d'amorce où on va forcément travailler plutôt avec des gros, pas forcément avec des gens qui viennent de la création de contenu. Ça peut être des gens qui viennent de la télé, des gens qui ont des communautés autres, des lanceurs d'alerte, toutes sortes de gens, des journalistes, et ainsi de suite. Mais en se disant qu'en effet, il y a une communauté minimale pour que nous, on propose de signer un contrat et de piloter depuis KissKissBankBank une campagne de prévente, le lancement d'un livre, la fabrication d'un livre, d'une expérience, d'une événementialisation de tout ça, d'une opération d'influence aussi. On est arrivé sur des montants avec The Shift Project, on a levé ils ont levé 4,5 millions d'euros sur une campagne d'impact. Donc on est arrivé à des niveaux de savoir-faire assez poussés. Et l'idée, c'est de l'appliquer sur le livre et de proposer également la diffusion et la distribution. Voilà, et on discute à la fois avec des éditeurs, à la fois avec des auteurs en direct. Donc on a beaucoup de discussions. Et il est possible qu'on fasse aussi un hybride entre l'ancien monde des éditeurs. On discute avec des éditeurs pour faire de la co-ed où on aurait une phase, on se partagerait les deux phases avec l'idée de proposer le meilleur des deux mondes aux auteurs. Ok. Juste pour ceux qui ne sont pas familiers avec le sujet, les créateurs de contenu sont les plus gros vendeurs de livres à l'heure actuelle. Donc, okay. Inoxtag, c'est des 800 000 ventes. Voilà. On ne parle pas forcément que de Lina Situation, Squeezie et ainsi de suite. Moi, je parle de créateurs de contenu qui ont 50 000, 100 000 abonnés, qui sont des gens pas forcément très connus, mais nous, depuis 10 ans, c'est Nota Bene, Bob Lennon. Bob Lennon fait des campagnes à 1,8 million en livres sur KissKiss depuis 5 ans déjà. Donc, c'est assez... mais en effet, il y a des youtubeurs qui ont montré la voie, et je pense que YouTube aussi, toute la culture du YouTube des années 2005-2010, en fait, c'est un moment où ils ont construit des communautés énormes, et en fait, avec des niveaux d'engagement sur de la vulgarisation, donc toute forme de contenu, mais voilà, gastronomique, je peux en citer beaucoup qui travaillent avec nous depuis des années déjà. Ok, alors Laure, on va se tourner vers vous. Laure, vous êtes donc la cofondatrice de Librinova. Évidemment, votre plateforme d'auto-édition est connue depuis pas mal d'années. Vous avez plusieurs centaines ou milliers d'auteurs sur la plateforme. 12 000, donc c'est déjà un beau catalogue, je dirais. Donc, vous facilitez la publication de livres papier et numérique jusqu'à présent. Et récemment, vous avez noué un partenariat avec Spotify. Et avec Spotify, vous proposez aux auteurs indépendants de créer leur livre audio. Mais comment créer ce livre audio ? Avec de l'IA et du clonage de voix. Donc vous allez nous expliquer ce partenariat que vous avez monté avec Spotify. Oui, avec plaisir. Nous, notre but en créant Librinova, c'était depuis le début d'offrir tous les services que propose aux auteurs une maison d'édition traditionnelle et de le proposer à n'importe quel auteur qui a envie de publier son livre. Donc on a commencé par le numérique en 2014 quand on s'est lancé. Très rapidement, on a ajouté le papier. Donc on propose maintenant aux auteurs de publier en papier et de le distribuer partout. Et notre but, c'est effectivement que vraiment toutes les prestations puissent être trouvées par nos auteurs, qu'ils aient accès à tout. Il restait un pan inexploré encore, c'était le livre audio. Parce que le livre audio coûte extrêmement cher à produire en studio. Et donc même dans les maisons d'édition traditionnelles, il est réservé aux auteurs de best-sellers. Il y a finalement même dans les maisons d'édition assez peu d'auteurs qui voient leur livre être produit en format audio. Et donc on savait qu'on ne pouvait pas y aller par la voie traditionnelle, c'est-à-dire qu'un auteur lambda ne pourrait pas se payer un enregistrement en studio, même si c'est évidemment... ce que tout le monde souhaiterait, mais voilà, c'est minimum, c'est aux alentours de 10 000 euros la simple production du livre audio. Voilà. En une voix. Voilà, exactement. Donc, c'était pas accessible pour eux. Et donc, évidemment, avec l'IA, il y a plein de choses qui se sont développées, notamment la voix synthétique. Et on a commencé dès 2012 à faire des essais avec les voix synthétiques du marché. On a fait beaucoup d'essais, on a été très déçus parce que c'était pas du tout au niveau de ce qu'on attendait. Les voix sont très mécaniques, il n'y a évidemment aucune intention, aucune émotion. C'est difficilement écoutable, pour être très franc. Et donc, on a continué à regarder jusqu'à ce qu'on trouve une nouvelle solution IA qui permettait de cloner la voix.
Et donc, on s'est engagé là-dedans. On a commencé début 2025. La voix de l'auteur. Oui, la voix de l'auteur, n'importe quelle voix. Donc, en l'occurrence, et sachant que c'était déjà quelque chose auquel on réfléchissait, quand on a vu que les voix synthétiques, ça ne marchait pas du tout, on s'est dit, ce qui serait génial, c'est de pouvoir proposer à l'auteur de s'enregistrer. Mais pareil, gros problème technique, parce que un auteur n'a pas un studio d'enregistrement chez lui, il faut que ce soit quand même... Il n'est pas acteur non plus. Et donc, les conditions ne sont pas réunies pour faire un bon enregistrement. C'est finalement très compliqué. C'est pour ça qu'on utilise les studios. L'auteur n'est pas forcément un bon lecteur pour l'autre. Tout à fait. Et puis, il faut que ce soit vraiment... Enfin, il ne faut pas qu'on entende le bruit des pages qui se tournent, il ne faut pas qu'on entende le souffle dans le micro. Voilà, enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est pour ça que c'est fait par des pros. Donc rapidement, on s'était dit, non, là aussi, c'est trop compliqué, on ne va pas pouvoir y aller. Donc, on trouve cette solution assez géniale où on se dit, voilà, grâce à l'IA, on va pouvoir cloner la voix de l'auteur en quelques secondes et produire son livre en quelques secondes aussi. Alors, quand tu dis quelques secondes, ça veut dire quoi? Voilà, j'exagère un tout petit peu. Le clonage, c'est genre 2 minutes. Franchement, c'est très rapide. Ouais. Et ensuite, la production du livre audio, c'est quelques minutes, mais pas plus. Mais bon, le livre audio derrière n'est pas parfait. Donc, je vous expliquerai ensuite ce qu'on doit faire, parce que ça reste de l'IA. On teste cette solution IA qui s'appelle Eleven Labs. Et on a des résultats très sincèrement assez bluffants. Pour tout ce qui est narration, en tout cas, c'est vraiment bluffant. Ensuite, sur les dialogues, c'est clairement pas du studio. Voilà, enfin, pareil, il y a pas il y a une vraie intonation humaine dans la voix, mais il n'y a pas l'intention qu'on peut mettre dans un dialogue. Voilà, l'IA ne reconnaît pas. Voilà, mais ça aussi, je pense que ça va progresser très rapidement. Donc, bientôt sera capable de reconnaître l'émotion dans le texte et de produire l'intonation adaptée. Donc on se lance là-dedans, on est très content de notre solution, on doit avouer. Et là-dessus, on est contacté par Spotify, qui donc s'est lancé en France en octobre, qui a constaté qui a bien élargi le marché de l'audio en France, mais qui constate que le catalogue français est tout petit, est ridiculement petit, et ce qui forcément limite le marché, parce que les gens ne trouvent pas tout ce qu'ils veulent en livre audio, en fait, ne peuvent pas écouter tout ce qu'ils souhaitent en livre audio. Et donc, ils ont décidé de lancer un Creator Fund où ils sponsorisent en fait la production de livres audio. Et ils ont proposé ça à un certain nombre d'éditeurs, quelques éditeurs traditionnels et un acteur de l'auto-édition, nous. Et donc, ils nous ont proposé de produire 50 audiobooks. Alors nous, en l'occurrence, les éditeurs traditionnels, c'est en studio. Hein. Et nous, on leur a dit, OK, on est partant, mais nous, on n'a pas de quoi... on n'a pas les fonds pour produire 50 audiobooks en studio. Donc nous, on a décidé de... Nous, on utilise Eleven Labs et son service de voix clonée. Et ils ont décidé, au contraire, l'expérience les intéressait, parce que nous, on trouve que le résultat est vraiment... est assez bluffant, même si ça n'a rien à voir avec un enregistrement en studio, soyons clairs, mais bluffant par rapport à ce qui existe en termes de voix synthétique. Et eux étaient très intéressés par voir comment le public accueillait ça, comment les auditeurs accueillaient ça. Est-ce que ces livres-là pouvaient avoir autant de succès, ou en tout cas, à quel niveau pouvait être le succès de ces livres enregistrés en voix clonée. Et donc voilà, et donc on a produit, donc c'est très rapide aussi, du coup la voix clonée. Alors sachant que on réécoute quand même, c'est pas un truc où c'est fait que par IA, c'est-à-dire qu'il y a une réécoute totale des titres post-production parce que l'IA n'est pas parfaite, donc il y a beaucoup de petits bugs quand même, et il y a des mots qui sont mal prononcés, même si ça s'améliore de plus en plus, et donc c'est complètement réécouté par humain pour corriger les défauts au fur et à mesure du texte. Mais on a donc produit ces 50 titres depuis fin octobre. Fin octobre, on a produit notre 50e titre. Vous avez lancé un appel à candidature chez les auteurs, ou comment ça s'est passé? Non, on a sélectionné nos auteurs. Okay. Je dois avouer. On a sélectionné les auteurs. Bon, déjà, on leur a demandé s'ils étaient partants. Donc, globalement, il était quand même à 99%. Et puis, on a sélectionné les titres qui pouvaient bien fonctionner en audio. Qui avaient montré leur potentiel, en fait. Soit d'auteurs reconnus qui, entre-temps, sont passés à l'édition traditionnelle, parce qu'on est aussi agent d'auteur, soit des auteurs qui avaient eu un succès commercial ou dont on trouvait que la thématique correspondait bien au public de livres audio. Donc là, on a 50 livres on a d'auteurs indépendants. D'auteurs indépendants. Alors, il y en a un peu plus parce qu'on a lancé ces 50 titres et puis on a lancé le service payant mais disponible pour tout le monde
sur notre site. Et donc, on a produit en plus une dizaine de titres. Donc, on doit avoir 60 livres audio là, depuis mars. Et qu'on peut écouter uniquement sur Spotify ou... Qu'on peut écouter partout. C'est ça qui était formidable avec ce partenariat Spotify, c'est que c'était vraiment pour développer le marché et il n'y avait aucune notion d'exclusivité avec Spotify. Donc ces livres, ils sont disponibles partout, sauf sur Audible, quand même notable. Amazon. Voilà, qui, bien que produisant lui-même des livres en voix synthétique, refuse pour l'instant de distribuer ceux des autres. Voilà, sur son... voilà, petit tacle au passage. Mais ça devrait bientôt changer, parce que ça va être dur à tenir comme position quand même. Mais du coup, sinon, ils sont disponibles absolument partout. Ok. Julien, donc là, autre expérience. Vous êtes journaliste de presse. Dans un média 100% numérique qui s'appelle Les Numériques. Tout simplement. Voilà, on ne pouvait pas faire plus simple. Vous écrivez donc des articles, vous faites des tests de tech, etc., etc. Et il y a quelques mois, vous avez proposé à votre rédaction autre chose. C'est-à-dire que, mis à part les vidéos sur YouTube, parce qu'il y a aussi une chaîne YouTube, mis à part les réseaux, et mis à part l'écrit sur le site web, vous vous êtes dit, il va peut-être falloir faire quelque chose pour faire évoluer tout ça, justement face à l'arrivée de l'IA, sûrement, aux problèmes qu'on peut avoir, nous, les médias en ligne, avec Google, etc., etc. Ouais. Donc, vous avez pris cette initiative, on vous a dit banco. C'est un problème il y a plusieurs facteurs. Bon, j'imagine qu'on y reviendra tout à l'heure. Alors, bonjour déjà. J'ai un parcours un peu particulier parce qu'effectivement, je travaille pour Les Numériques, donc qui est le premier média tech sur le web. Je viens pas du tout de la presse à la base, presque. J'étais animateur radio pendant 11-12 ans sur une radio avec un félin dessus. Voilà, je les embrasse. Et forcément, quand je suis arrivé au numérique il y a de ça 2 ans, il a fallu un peu que je me présente, que j'explique un peu mon background. Et c'est vrai que je venais pas du tout de l'écrit, plutôt de l'oral en l'occurrence. Et on m'a dit ce qui serait bien, ce serait de relancer le format audio. Et le format audio, c'est vrai que c'est peut-être une des nouvelles portes d'accès vers la presse traditionnelle, puisqu'il faut aller chercher les gens là où ils sont. J'imagine qu'on y reviendra aussi, parce que c'est un peu compliqué. Et il faut passer par la diversification. Donc ça passe effectivement, comme vous le disiez, par les réseaux sociaux, par Twitch. En l'occurrence, on fait une émission Twitch tous les jours, des événements aussi, des émissions événementielles. Et c'est poser la question de si on lançait un podcast audio, tout en restant dans l'ADN du média. Donc chaque semaine, il y a une mise à jour des actus de la semaine avec une interview complète sur un format d'à peu près 45 minutes qui sort tous les vendredis avant le week-end. Et ça s'appelle l'Update, tout simplement. Là aussi, on n'est pas allé chercher très loin. Voilà. Voilà. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien. Et je suis content, parce que sinon j'aurais arrêté. On va y revenir. Pas là aujourd'hui. On va en venir. Oui, non, ça se passe plutôt bien. Ça a mis du temps. C'était un peu un coup de poker au départ. Oui, et puis, on a fait ça un petit peu en soum-soum. Voilà. Et pour le coup, ça a mis un peu de temps, parce qu'on n'est pas forcément aidé, parce que dans les médias traditionnels tels qu'on les imagine, ça reste des nouveaux modes de communication. On ne sait pas trop comment les vendre, on ne sait pas trop comment communiquer autour. On reste très attaché à ce qu'on fait actuellement, notre cœur de métier qui est l'écrit. Donc ça a été difficile de se montrer en quelque sorte, de se faire entendre en tout cas, ou de se faire écouter. Et ça y est, depuis cet été, je pense que les gens ils étaient sûrement à la plage, ils avaient quelque chose à écouter, ils ont trouvé. Et il y a eu un boom depuis septembre. Donc ça se passe très très bien, je suis plutôt content. Le vrai signe, c'est que maintenant, c'est les gens qui me contactent pour participer aux interviews, donc ce qui est plutôt bon signe. Voilà. Alors, on va passer à un autre sujet avec Laurent. On va repasser le micro. Hop. Voilà. Alors, vous, Laurent, vous êtes journaliste, mais pas seulement. Et vous avez travaillé il y a quelques mois sur un gros projet, sur un journal papier, un quotidien qui s'appelle La Provence, qui est quand même très très connu, qui a d'ailleurs été récompensé hier soir pour la Provence Audio lors de la remise des trophées sur la presse et médias au futur, à la soirée des remises des trophées que nous avons fait tout près de la Tour Eiffel. Et donc vous avez travaillé sur un tout nouveau concept avec La Provence. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse et la mise en route de ce projet qui est porté quand même par un média historique qui a lui aussi s'est challengé sur le sujet et qui propose vraiment quelque chose d'assez original. Et vous allez nous en parler. Ça s'appelle La
Provence. Provence Audio, et Max étant le moteur de cette innovation comme Media Audio Experience en bon français. Voilà, la Provence est le premier média qui utilise cette nouvelle façon de consommer un média issu de la presse écrite, un média de presse écrite. Alors pour faire très simple et pour répondre à votre question, d'abord bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Ça a été quasiment 1 an de boulot, de développement qui continue d'ailleurs. Et on est parti d'une conviction assez simple, il y a pile 1 an, qui était de se dire la presse écrite, qu'elle existe sur support papier ou sur support web, aujourd'hui rencontre de plus en plus difficilement son public, notamment pour des questions d'attention, de contact avec le média. Parce que, y compris et surtout peut-être dans une grande agglomération comme Marseille où il y a beaucoup de bouchons, on a de moins en moins de temps pour lire un journal et même accéder et lire du contenu écrit sur son téléphone ou sur son ordinateur ou sa tablette. Partant de là, et c'est pas parce que je fais de la radio depuis presque 40 ans, parce que je suis d'abord moi un journaliste radio. Il suffit de regarder toutes les études sur les usages, et c'est pas ici que je vais être contredit, je pense. L'audio est un support, un média et un type de contenu extrêmement résistant à toutes ces innovations, parce que c'est le seul qu'on peut quand même continuer à consommer en faisant autre chose, et ça restera, je pense, pour très très longtemps l'avantage comparatif de l'audio. On s'est dit, qu'est-ce que nous pourrions essayer d'imaginer comme expérience nouvelle pour la Provence, profitant de l'audio? Alors, on s'est dit 2 choses. La première, et effectivement, on est allé voir les solutions, on est allé regarder ce qui se passait en termes de voix de synthèse. Alors, on n'est pas allé voir Eleven Labs, enfin, on est allé les voir, mais nous, on a plutôt travaillé avec une autre entité qui s'appelle QTI, qui est une fondation qui a été lancé il y a presque 2 ans par Eric Schmidt, Xavier Niel et Rodolphe Saadé, qui ont lancé ce laboratoire en fait d'intelligence artificielle générative, dont la première innovation, manifestation, le premier produit a été de cloner les voix. Là aussi, comme Eleven Labs le fait depuis un peu plus longtemps, pour offrir une expérience de voix, là aussi d'une qualité assez dingue quand on l'écoute. Et on s'est dit, bon, on va travailler là-dessus. Mais ce qui a été le plus important, et c'est le cœur de ce que je voulais vous évoquer, parce que c'est à la fois très proche de ce dont on a parlé et en même temps complètement différent, c'est que l'intelligence artificielle, alors certes, est utilisée pour permettre à la machine de parler, mais surtout, elle est là pour faire de la traduction, au sens littéral du terme, d'un texte qui a été pensé pour être lu, en texte qui est restitué pour être écouté. Et pour faire très simple, la Provence aujourd'hui, alors sur le support digital prioritaire qui est celui de cette Provence Audio, qui est l'application, ne vous propose pas d'écouter les articles, parce que ça, sinon je ne serais pas là pour vous le dire, tous les journaux le font. Mais quand on s'est posé et quand on s'est penché sur la question, je pense qu'on a trouvé là le nœud du problème aujourd'hui de la transformation audio, notamment de la presse écrite. Je ne me permettrai pas de parler des œuvres littéraires, mais de la presse écrite. C'est qu'un article de presse, c'est très pénible à écouter. C'est pas fait pour être écouté, c'est fait pour être lu. Et donc, c'est ce qui nous a amené à penser et à avoir la conviction que les taux d'engagement, les audiences générées par l'écoute des articles, telle qu'elle est proposée aujourd'hui, est très déceptive, parce qu'encore une fois, c'est un contenu qui est fait pour être lu, pas fait pour être écouté. C'est un peu, toute proportion gardée, moi, ayant fait beaucoup de radio, comme si on imprimait dans un journal un papier radio, c'est juste, ça n'a aucun intérêt, enfin c'est très très compliqué à lire. Alors, à partir de là, une fois que je vous ai dit ça, on s'est dit, on a décortiqué les choses, c'est pour ça qu'on a passé des mois à ça, de se dire que la différence entre la presse écrite et la radio, entre ce type de narration écrite et la radio, c'est la longueur des phrases, l'utilisation de tel ou tel adverbe, du vocabulaire, de la grammaire. Enfin, c'est une traduction au sens littéral du terme. Alors, la petite originalité, c'est que c'est du français vers le français, mais c'est quand même une réécriture, une transformation du texte d'origine,
par l'intelligence artificielle générative de 100% des contenus de la Provence pour offrir une expérience qui s'apparente et qui ressemble plus à de la radio qu'à de la presse écrite. L'intelligence artificielle, là aussi je ne veux pas trop m'étendre, mais nous permet aussi de sélectionner en fonction du profil des personnes qui l'écoutent, les contenus que nous allons leur proposer là aussi en version radio. Mais ce que vous entendez sur la Provence Audio, ce sont des compilations d'articles, des flashs avec des tapis de titres, des jingles, un présentateur, un animateur qui lance un papier qui va être lu, interprété par une autre voix de synthèse. Donc cette expérience qui se rapproche de celle de la radio, qui n'est pas une copie conforme de la radio parce que c'est la rédaction de la Provence avec laquelle on a travaillé qui a souhaité ce style, ce style narratif, qui s'approche de la radio mais qui n'est pas de la radio, nous permet aujourd'hui de proposer donc 100% de ces contenus qui sont des contenus 100% pensés, créés, édités par des humains, c'est important de le dire, mais traduits par l'intelligence artificielle. C'est ce qui nous a amené au plan d'ailleurs industriel et social à permettre avoir la possibilité de le faire. Ce n'est pas évident d'installer un projet comme ça au cœur d'une rédaction de presse. Hein. Ça a été des mois de discussion, de maturation, mais de compréhension, je pense, qui a amené la rédaction à, une fois qu'on avait garanti que 100% des contenus étaient générés par eux, recueillir leur accord pour que leur contenu soit traduit, légèrement traduit, c'est-à-dire certains adverbes utilisés en presse écrite ne sont jamais utilisés en radio. Donc voilà, on a donc rédigé des dizaines de kilomètres de prompts nous permettant de faire tout ça. Et l'expérience a démarré en septembre. Et donc, ce qui permet, alors sur un plan très pragmatique, de proposer sur l'application La Provence, si vous la téléchargez, un bouton audio dans lequel vous avez plein d'écrans proposant des contenus audio qui sont 100% réalisés par l'intelligence artificielle. Ça étend l'empreinte et la possibilité pour le public d'accéder à ces contenus qui n'a plus le temps de lire en digital ou en papier et qui peut notamment évidemment, et on a évidemment plugué et intégré du CarPlay dans l'histoire, de pouvoir écouter la Provence en partant au travail ou en revenant ou en faisant du sport ou en faisant la cuisine. Ça s'adresse aux abonnés uniquement ? Alors oui, c'est une version qui s'adresse aux abonnés. On peut écouter quelques articles gratuitement, mais l'idée c'est que ce produit soit réservé à nos abonnés pour les fidéliser et encore faire en sorte que quand on met de l'argent dans la Provence tous les mois et que parfois on se dit, et vous êtes toutes et tous comme ça, vous êtes abonné à quelque chose, que ça soit un hebdomadaire, un quotidien, vous n'avez pas le temps de le lire, la pile grandit, ça c'est assez classique de le dire, mais même on a de moins en moins le temps quand même d'aller sur l'écran de ces applications, y compris lorsqu'on est abonné. On arrive à s'immiscer dans le quotidien des gens par l'audio, et donc là, c'est vieux comme la radio, ce que je vous décris, mais avec un contenu issu de la presse. Mais ça peut être aussi un nouveau modèle économique pour la presse écrite, où on connaît l'érosion des abonnements, notamment. On en parlait hier dans une autre conférence, et l'érosion des abonnements, là, ça peut peut-être amener de nouveaux publics aussi. On est dans une logique de rétention déjà d'abonnés qui sont là, et puis peut-être amener un nouveau public. On va voir par rapport aux usages. Aujourd'hui, on a plusieurs milliers d'écoutes par jour, ça démarre, c'est tout nouveau. Mais c'est plutôt assez rassurant parce qu'on sent que le public s'habitue à écouter la Provence le matin ou le soir. Et évidemment, sur un plan, comme vous le décrivez, de développement d'une activité média, en gros, aujourd'hui, la Provence, c'est des centaines, c'est 500 à 600 contenus produits par jour, qui sont d'abord donc édités pour des journaux, par édition, ensuite sur un site internet. Mais au fond, cette masse de contenu écrite peut être et est aujourd'hui transformée automatiquement en audio. Et donc, ce stock est valorisé. Alors, il est très périssable. C'est en cela qu'on est très différent à la fois sur la notion de traduction de l'œuvre, le papier étant une œuvre, mais avec l'accord de l'auteur à destination de l'audio. Et deuxièmement, de pouvoir quand même étendre l'empreinte de ce contenu et de cette œuvre.
Parfait. Je pense que c'était important, hein, parce que c'est quand même assez nouveau tout ce qu'on vient de se dire, de creuser un peu et d'être un peu long. Du coup, on a pris beaucoup de temps et le temps file. Donc, je vais vous demander d'être relativement synthétique dans vos prochaines réponses. En tous les cas, la prochaine réponse de chacun. Après, on fera des tours de table. Thibaut, justement, donc avec l'arrivée de Kiss Kiss Publishing, est-ce que vous diriez que tout le monde peut devenir auteur, un petit peu comme ce que disait Laure au niveau de l'auto-édition, et comment les maisons d'édition voient votre arrivée? Alors, vous avez dit que vous intégriez le panel des les éditeurs, notamment indépendants, qui veulent venir, etc. Mais comment on voit votre arrivée? Et deuxième question, aujourd'hui, je suis auteur, j'ai envie de vous proposer mon contenu, je suis créateur de contenu, comment je fais? Vous nous écrivez. Okay. Non, donc, en fait, la promesse, on ne se positionne pas comme un dashbook ou une logique de vraiment d'élargissement de qui peut être auteur, qui peut éditer, et ainsi de suite. Nous, en tout cas, sur le papier, oui, dans un monde idéal, on n'est pas contre ça, en fait, que je sois bien clair. Oui. Dans la démarche. C'est important de le dire. Ouais. Nous, en fait, il y a toujours, nous, un peu l'angle mort, c'est la communauté. C'est-à-dire que, en fait, la perception d'une communauté telle que une communauté en ligne, en fait, c'est une clientèle. En fait, en tout cas, c'est en partie une clientèle. Et les communautés, en fait, je retourne un peu votre question. C'est pour ça que je me permets, c'est que souvent on me pose la question de est-ce qu'il faut une communauté pour lancer une campagne de prévente. Ça, c'est la question qu'on nous pose depuis 10 ans. Et donc voilà, je m'attendais à cette question. Est-ce que maintenant tout le monde va pouvoir éditer avec Kiss Kiss Publishing? En fait, la réponse, elle va être la même. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il y a un projet éditorial intéressant et qu'il y a une audience, en fait, potentiellement, oui, sur le papier, tout le monde peut devenir auteur. Mais pour moi, le préalable, il est la qualité éditoriale. Et c'est pour ça que nous, on se positionne aussi. Alors, on n'a pas de ligne éditoriale, mais on a une charte éditoriale où on refuse les projets discriminants. En fait, on a des chartes sur Kiss Kiss et chez Ulule où on se permet, en fait, qu'il y ait une charte positive où on se donne le droit de refuser des projets pour des questions discriminatoires et ainsi de suite. Donc, on a vraiment un conseil décisionnel quand on se pose des questions sur tel ou tel porteur de projet. Donc, on va appliquer ça également sur Kiss Kiss Publishing, mais on n'aura pas de couleur éditoriale comme un éditeur pouvait en avoir avant, parce qu'aujourd'hui, tous les éditeurs, la couleur éditoriale des éditeurs a tendance à disparaître un peu. Mais voilà, pour revenir à votre question, c'est tout le monde ne peut pas devenir auteur au même titre que ce soit Kiss Kiss Publishing ou autre. En fait, c'est une question de qualité de texte et de qualité éditoriale. Je pense que tout le monde peut. C'est une question de et voilà. Et puis après, il y a la question de nous, de la place d'une communauté qui va initier en fait un marché. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la communauté dont on se sert pour amorcer une pompe qui n'a pas de limite potentiellement. C'est-à-dire que Lena Situation a commencé avec 10 followers. En fait, et elle n'a pas toujours été dans cette situation omnipotente exactement. Et en fait, aujourd'hui, nous, on constate qu'en fait, il y a des créateurs de contenu ou des auteurs, hein, des gens qui ont des sujets très variés en fait et qui émergent en 6 mois, qui passent de 0 à 100 000 abonnés. Donc là, en l'occurrence, après voilà, c'est pas la présence d'une communauté, mais c'est le fait qu'il y ait une communauté. Donc ça nous fait dire qu'il y a une clientèle. Donc comme un entrepreneur classique, on repart aussi du besoin, c'est-à-dire qu'en fait, on était quand même dans des verticales culturelles très descendantes où on proposait des œuvres à des clientèles qui en fait n'en avaient peut-être pas envie. Enfin, moi, je suis un ancien de la Fnac. La Fnac, dans les années 2000, c'est des questions qu'on se posait. J'ai monté des médias. On est dans cette démarche-là. On connaît très bien le commerce de la culture. C'est pas voilà. Mais voilà. Et votre deuxième question, pardon, Ma je me suis deuxième perdu. question, je la modifie un tout petit peu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un auteur ou un créateur de contenu est accepté dans son projet, on n'est pas juste sur du crowdfunding. Non. Vous accompagnez aussi la publication en fait, du livre. Ouais, je vais préciser ce qu'on fait déjà. Voilà, moi j'ai deux métiers. J'ai deux métiers. Moi, mon but, c'est
c'est d'identifier des projets intéressants qui ont un potentiel de financement participatif en pré-vente ou en financement. Et notre travail à nos équipes, c'est de travailler pendant 6 mois sur la préparation, sur le cadrage, l'accompagnement, le conseil sur des campagnes de pré-vente ou de financement. Ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis longtemps. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un truc. On propose un service clé en main où en fait l'auteur, l'autrice décide à un projet de manuscrit ou à déjà un manuscrit, et en fait on va gérer l'ensemble pour lui. C'est-à-dire qu'en fait on va apporter toutes les briques qu'une maison d'édition classique apporte habituellement, avec une vision du marketing un peu plus digitalisée et un peu plus actuelle. En tout cas, je ne veux pas parler, je veux pas généraliser sur les éditeurs de livres, mais il y a une question de compréhension de la communication digitale et de la place du e-commerce en France qui est un vrai, qui sont des sujets qui mettent des plombes à avancer. Donc ça fait 30 ans que ces questions-là, on se les pose. Après, voilà, la Fnac était assez innovante, par exemple, mais en 2006, moi je me souviens que les disquaires et les libraires des magasins Fnac pensaient que Fnac.com était un concurrent. Donc c'est le temps que les usages, en fait, les acheteurs de livres ont déjà adopté les nouveaux usages depuis très longtemps. Donc l'idée, c'est de s'y adapter, quoi. Okay. Laure, aujourd'hui, je suis auteur indé. J'ai publié ou pas encore. Je fais comment ça se passe et combien ça peut me coûter, parce qu'il y a quand même un coût, même s'il est limité. Oui, tout à fait. Oui, il y a un coût, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, tous nos livres audio ils vont être réécoutés par l'humain. Donc, il y a déjà le coût de l'utilisation de l'outil qui n'est pas complètement donné. Et puis, il y a ce coût de la vérification qui dépend de la taille du livre, je vais dire, de la durée d'écoute. Un auteur, il vient chez nous, ça se fait très simplement, que son livre soit déjà chez nous en numérique ou en papier, n'importe qui qui est édité par ailleurs, etc., peut venir chez nous, dépose son manuscrit, prend le service, qui coûte pour la production du livre audio 129 € de l'heure. Voilà, on est... y compris la post-prod ? Tout compris. D'accord. Tout compris, et donc à la fin il a son livre audio, et là on lui propose en plus un service de distribution sur toutes les plateformes de vente à part Audible pour 69 €. Et voilà, et donc en quelques clics assez facilement et quelques semaines, son livre audio peut être disponible partout. Ok, parfait. Julien, le défi de l'update, ce fameux podcast, c'était quand même un défi, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Aujourd'hui, on en est où et on le voit où et comment ça se passe, c'est-à-dire au niveau de vos auditeurs, on va dire. Ouais. Comment ça se passe ? Les retours ? Oui, les retours. Alors, j'ai eu beaucoup de retours au départ. Comme je disais, on tâtonnait un petit peu, on ne savait pas trop ce qu'on allait vraiment faire de ce concept. On avait juste eu l'idée d'une mise à jour, donc on appelait ça l'update. Après, on s'est dit on va utiliser le rewind. On a essayé de faire des trucs un petit peu, voilà. C'était un peu bizarre au départ, c'était un petit peu compliqué de le démarrer. On l'a démarré en plein CES, donc la grand-messe tech qu'il y a chaque année en janvier, donc où il y avait beaucoup d'infos, etc. Mais c'était juste un flash. Donc au départ, c'était vraiment un flash avec juste les plus grosses infos de la semaine et une sorte d'édito où je faisais un petit laïus, où j'étais sur une trend tech et je donnais un petit peu mon avis en mode un peu décalé. Ouais. Ça faisait un format de 15-20 minutes, mais c'était très chronophage. Et les gens me disaient, j'avais des retours, 15-20 minutes, moi j'écoute quand je fais mon footing, et en fait du coup je suis obligé d'écouter les autres épisodes que j'ai déjà entendus, parce que c'est pas assez long par rapport à mon jogging. Donc après il a fallu trouver le moyen, parce que malheureusement je suis pas élastique, de faire à la fois ma tâche habituelle qui est de rédiger et de tester des produits tech, et aussi de faire de la news et du Twitch et de l'incarnation vidéo et en même temps le podcast, sans que ce soit trop chronophage. Donc pour rallonger virtuellement en fait le temps du podcast sans que ça me donne plus de travail, je me suis dit le mieux c'est d'avoir une conversation avec des gens, et c'est là qu'est venue l'idée de faire des interviews. J'avais juste à préparer mes questions, et après c'est une histoire de ping-pong, de rebondir et d'avoir un échange un peu chill et un peu agréable à écouter quand même malgré tout, sans que ce soit sur le même ton qu'on peut employer sur le site. C'est-à-dire que le site, on va dire que nous on a un lectorat assez geek, assez ingé, etc., avec vraiment des
des mots tech, un jargon assez barbare, donc ça peut parfois être voilà. Il y a des articles plus grand public, mais souvent on est assez pointu. Le but étant de venir ramener des gens qui écoutent du podcast et qui par curiosité ou juste par attrait de la nouveauté, d'écouter ce qui va sortir, se mettre un petit peu à jour, c'est le cas de le dire, il fallait vulgariser à mort. Donc on a vulgarisé et on a essayé de faire un programme avec un ton, on va dire voilà, plus sympathique, plus ludique en tout cas. Vous avez des chiffres à nous transmettre? Carrément, ça veut balancer les chiffres. Oui, on peut balancer. On peut balancer les chiffres. Alors, on a un outil interne au numérique, puisqu'on fait partie d'un groupe média qui s'appelle Reworld, et on utilise leur propre outil. Malheureusement, on n'arrive pas à récupérer les données des plateformes. Les plateformes, c'est toujours le problème. Ouais. C'est toujours le problème. On arrive à les avoir un peu au compte-gouttes et on arrive à rapatrier un petit peu toutes les données, mais déjà sur notre player à nous, on est à peu près maintenant à 10-12 000 écoutes par épisode par semaine. Ce qui est plutôt cool. Ouais. Au départ, on a vraiment démarré à 200 écoutes, ce qui était vraiment plus que confidentiel, on ne va pas se cacher. Voilà. Maintenant, ouais, on a 10-12 000 écoutes sur le site, donc via notre player, et les partages qui se font. Et les plateformes, ça ajoute à peu près 2-3 000 écoutes supplémentaires. On est dans le top 10 de 2 catégories sur Apple Podcast, donc ce qui est plutôt sympa aussi. Donc ça se passe plutôt bien, et le fait qu'on ait des intervenants, on essaye de ratisser large. Je fais aussi bien venir des créateurs de contenu, on en parlait, aussi des gens de la tech vraiment qui ont un discours peut-être un petit peu plus grand public, grand public, pour essayer de vulgariser à mort. On essaye vraiment d'avoir que ce soit un panachage d'invités sur le mois et que ça tourne, quoi. Parfait. Laurent, s'il vous plaît, alors vous, de votre côté, vous avez donc lancé ce projet qui est quand même énorme et qui est quand même une petite révolution dans la presse papier. C'est quand même très, très notable. Déjà, vous nous avez parlé des retours rapidement, mais est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres médias qui vont s'inspirer de ce modèle? Est-ce que peut-être vous avez été contacté pour mener un projet avec d'autres médias papier, des gros ou peut-être un peu moins? Et est-ce que vous pensez récidiver avec cette expérience? Et est-ce que ça sera toujours sur le même modèle ou pas? Alors le potentiel, et le périmètre potentiel de ce projet, en fait, il est pour tout, de mon point de vue, médias, entités, pas forcément d'information, mais enfin toute entité, institution, média qui produit du texte en flux, je vais dire comme ça. Donc évidemment, on pense site internet d'information, mais ça peut être une collectivité, une entreprise qui eux-mêmes se pensent comme médias, qui ont au fond le même problème, c'est-à-dire de créer du contenu, parfois beaucoup de contenu, avec parfois des taux d'engagement faibles pour les raisons que j'ai décrites tout à l'heure. Et au fond, cette solution, elle peut exister et s'implanter sur, encore une fois, toute institution qui produit du texte en flux. Ça, c'est la première chose. Alors évidemment, au sein du groupe CMA-CGM et CMA Média, la division média en particulier, il y a d'autres médias. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, on pense presse écrite parce qu'on se dit texte égale presse écrite. Mais si vous prenez un média audiovisuel qui, lui, alors parce que c'est l'histoire de l'information au niveau mondial, et que ça s'est fait comme ça, en fait, puisque les premiers qui ont fait du web pour des raisons d'évolution du modèle économique, c'est les gens de presse écrite. Et je le dis toujours, si un site internet d'information ressemble à ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a été inventé par des gens qui faisaient de la presse écrite. Parce qu'ils ont été les premiers percutés par la question du référencement et de Google. Je vous dis ça parce que si ça avait été, je ne sais pas pour quelle raison, la radio ou la télévision, un site internet, ça ne serait pas des articles avec des titres, des chapeaux, de la photo, enfin en gros de la presse écrite version. Donc c'est comme ça que c'est fait. Je vous dis ça parce que vous prenez un site internet d'information d'une radio, RMC, ou d'une télé, BFM TV, je prends le périmètre CMA Média, c'est un inventaire texte qui ressemble au fond à ce qu'est de la presse écrite. Et donc la logique qui s'applique à la Provence est en réflexion pour s'appliquer aussi à un média d'abord audiovisuel, mais qui a une expression dans son flux quotidien écrite. Et donc peut-être, alors ça, on y travaille là-dessus, mais que la transformation audio de texte d'un site issu d'une radio
mais qui ne passe pas à la radio, vous m'avez bien compris, deviendra peut-être de l'audio. Voilà, et ça, c'est passionnant parce que c'est une abolition totale des frontières. Et au fond, sous une ombrelle qui s'appelle RMC BFM, par exemple, une capacité à faire circuler les contenus, à les transformer en audio, en texte, de façon automatique, plutôt agréable à écouter s'il s'agit de l'audio, qui, je pense, offre de belles perspectives. Et puis après, oui, on discute avec d'autres acteurs, d'autres éditeurs issus de la presse écrite, qui sont intéressés évidemment par ce qu'ils ont vu et entendu, puisqu'on leur fait écouter. D'ailleurs, c'est écoutable, hein, c'est sur l'application de la Provence, c'était ma deuxième page de pub. Et voilà, peut-être que des choses arriveront. Alors là où on est content, c'est qu'on a eu l'idée il y a un an et on a été les premiers à développer vraiment pour le public cette solution. Et heureusement, on va être copié très vite et c'est la vie. Mais moi, j'aime bien être copié, moi, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Alors là, j'ai une question pour vous deux, messieurs les journalistes. Est-ce que vous voyez le futur de l'info en ligne ? Comment vous le voyez ? Déjà, ça c'est ma première petite question. Et la deuxième, je vous la pose quand même. Okay. Est-ce que le texte classique va se substituer avec les vidéos, l'audio? Est-ce qu'à terme, on n'aura pas forcément ou plus forcément de lire? J'espère pas. Pour les nouvelles générations, on parlait de Gen Z à la conférence précédente. Mais... Je pense qu'il va falloir aller chercher les gens là où ils sont. Ça déjà, c'est sûr. Si on veut, parce que le jeune lectorat se fait pauvre. En tout cas, sur nos sites, c'est un peu compliqué. On voit la moyenne d'âge de lecteurs. Les plus jeunes sont sur notre Twitch, sont sur nos réseaux sociaux, mais nous ne consomment pas systématiquement sur le site en lecture. Donc, il faut aller les chercher pour les informer, pour montrer qu'on est là. Donc, trouver aussi des moyens de le monétiser, tout ça. Parce que, mine de rien, on ne peut pas faire ça que pour la gloire. Mais effectivement, je pense que l'écrit restera, c'est important, et que c'est aussi ce qui nous permet d'avoir un temps long, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir développer aussi une pensée. Les réseaux sociaux, tout ça, on est dans l'immédiateté, besoin de faire des formats assez courts, punchy, etc. Donc, on ne peut pas développer. Pour moi, les deux sont indissociables. Mais malheureusement, l'écrit seul souffre. Oui. Donc, et va souffrir. Oui, et je pense qu'il devra être associé. Et les propositions qui sont faites par la Provence, par exemple, ça va dans le sens de l'histoire. Tout à fait. Dans un premier temps, via l'IA, alors c'est une première solution. Je sais que chez nous, on a aussi ZDNet, qui est la partie tech B2B, qui elle aussi a un podcast, mais un podcast fait en IA. Parce que aussi, à un moment donné, financièrement parlant, c'est aussi plus pratique et plus facile à faire. Moi, je pense qu'il faut de l'incarnation. Aussi parce que l'IA c'est bien, on en parle nous tous les jours dans notre média, mais ça fait aussi peur à tous ceux dont le métier c'est de parler. Et Laurent, vous-même, vous avez travaillé en radio, donc vous savez ce que c'est. Puis j'ai beaucoup d'amis qui font qui sont comédiens de doublage et qui ont peur eux aussi, parce que c'est un métier. Et je pense que l'incarnation c'est important, parce que c'est ce qui nous ramène le plus à l'auditeur. En fait, la presse c'est peut-être plus froid que l'audio. La presse écrite, et l'audio, la proximité, c'est important, et je pense que l'incarnation, c'est le game changer. C'est pour ça d'ailleurs que les plateformes comme Twitch ou comme les réseaux sociaux, on a beaucoup de facecam, donc de vidéos incarnées physiquement. Je pense qu'avoir une incarnation, un ton, un visage, une voix, c'est important pour se raccrocher à une info, et aussi pour la rétention, pour la fidélisation aussi du lectorat, et donc des viewers ou des auditeurs en l'occurrence. Laurent, par rapport à la presse, l'écrit, la lecture, vous réagissez comment là-dessus? Comment vous voyez l'avenir? En quelques mots, s'il vous plaît. Moi, je crois à l'écrit parce que je crois à l'usage, alors peut-être plus résiduel qu'aujourd'hui et à des moments bien précis. Moi, j'essaie toujours de mettre dans la timeline ou l'emploi du temps du public. C'est ce qu'on a fait en créant, et on nous avait dit qu'on était dingue, un journal de presse écrite en 2023, la Tribune Dimanche, qui a trouvé son public. Il y a 50 000 personnes qui l'achètent chaque week-end. Et donc, on voit que le dimanche, par rapport à certains usages, à un moment où on a le temps de lire, on trouve un public pour lire des choses. Donc, le temps de lecture disponible n'est pas quelque chose qui a disparu. Le vrai sujet prospectif, et tu le disais concernant la jeune génération, c'est au fond, mais je dépasse de très loin la question de la lecture, c'est la question de l'éducation aux médias, qui fait qu'on paye aujourd'hui, et on va payer encore, je le crains pendant une génération,
le fait d'avoir complètement ignoré et méprisé ce sujet qui est pour moi la mère des batailles. Voilà. Ok. Question pour croiser pour Thibaut et Laure, peut-être Laure d'abord. Le crowdfunding, les solutions d'édition assistées par IA, tout ça, ça réduit les barrières du marché. Oui. Est-ce que vous pensez que ces outils vont Oui, ça réduit, créer une nouvelle vague, réduit les barrières d'entrée de la publication en fait en tant que telle. Ça permet aux auteurs d'accéder à plus de choses plus facilement pour moins cher. Donc oui, ça réduit les barrières à l'entrée. Ensuite, le temps d'écriture reste le même, quoi. Donc, je ne crois pas trop par contre à l'écriture par IA. Voilà, il faut quand même un bon manuscrit, mais ensuite, le faire vivre devient de plus en plus facile, oui. D'accord. Thibaut, l'avenir sur la partie IA et l'ouverture, crowdfunding, IA, etc. Est-ce que tout ça, c'est... Non, mais après, nous, plus on humanise la tech, enfin plus la tech évolue, plus on s'aperçoit que la dimension humaine est fondamentale. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à contre-courant, mais qui a l'air contre-intuitif comme ça. Mais la réalité, c'est que ce qui reste à l'arrivée, c'est le lien entre la communauté et le porteur de projet. Donc l'IA, nous, c'est plus, en tout cas, si c'est côté prod ou côté création, nous, on n'a pas vraiment, en tout cas, de regard là-dessus. C'est-à-dire qu'au quotidien, on ne l'utilise pas. C'est plutôt des accélérateurs d'organisation de travail, de process plutôt internes de travail. Et puis après, il y a la question de la masse d'informations, mais c'est du point de vue auteur. Donc pour nous, c'est difficile de parler à la place des auteurs, là, en l'occurrence. En plus, c'est pas la promesse de KissKiss, mais de KissKiss Publishing, pardon. Mais en termes d'IA, nous, aujourd'hui, on l'utilise pas vraiment. Enfin, ça fait pas vraiment partie du modèle, quoi. Voilà. Par exemple, l'autrice japonaise qui a finalement avoué qu'elle avait entièrement écrit son livre avec une IA, vous l'auriez accepté si elle vous avait soumis le projet, vous l'auriez détecté? Non. Après, nous, de toute façon, la démarche, c'est une démarche de sincérité et d'authenticité. C'est-à-dire que plus les gens sont sincères et authentiques, plus ils vont vendre et plus le lien avec leur communauté va être solide. Donc après, c'est plus une question de confiance. En fait, c'est un pacte de confiance entre la communauté et une communauté, un auteur, et une communauté et un public potentiel. C'est-à-dire que nous, on travaille aussi sur un élargissement des communautés initiales des auteurs. On les aide à aller vers un cercle 3. C'est vraiment la logique du crowdfunding. C'est très concentrique. Donc le but, c'est d'aller toucher d'autres auteurs. Mais la question de la sincérité de l'auteur et de l'autrice, et au cœur, même au cœur du contrat de confiance qui fait que vous allez soutenir un auteur ou préacheter un livre avant qu'il sorte, ça demande un niveau quand même d'engagement fort. Donc s'il y a un doute sur la probité de l'auteur ou dans sa démarche ou quoi que ce soit, ou n'importe quel porteur de projet, ça fragilise l'engagement et du coup il n'y a pas de conversion financière, il y a moins de conversion financière. Ok. Alors, petite question de prospective pour clore, on va commencer par Laurent, pour clore cette conférence. Comment vous imaginez, je vais vous poser la même à tous, préparez vos réponses, rapides s'il vous plaît. Comment vous imaginez l'industrie du livre et de la presse dans 5 ans? Est-ce qu'on reste positif? 5 ans, c'est très très loin. Mais justement, parce que ce qui était vrai aujourd'hui ne l'est plus pour demain, mais... Oui, je suis très positif. Je pense que... Alors moi, je parle de l'information, mais vous parlez de la presse. Sur le livre, je vais être plus modeste, mais la soif d'information n'a jamais été aussi intense. On n'a jamais autant consommé d'informations dans une démocratie comme la France, si elle reste une démocratie. Vous voyez, je ne suis pas positif. Mais, et donc ce besoin, cette consommation d'infos, cette faim d'information, il n'y a aucune raison qu'elle baisse. Et si la presse... incarne tous les supports et on essaie de le faire avec l'audio, il n'y a aucun problème de mon point de vue. Ok. Thibaut? Ouais, nous on est assez optimistes aussi. L'idée, c'est en fait que l'intelligence collective, nous on la constate tous les jours, réellement en fait. Donc après, moi je pense qu'il y a un énorme angle mort et ça c'est plus personnel et de par mon parcours aussi. Moi je viens des médias, j'ai fondé des médias, un média sur la culture hip-hop et un média autour de la littérature qui était adossé à la fête du livre de Bron, qui était un gros
un salon littéraire, le premier à mettre 12 auteurs sur scène d'ailleurs. Donc je pense que j'ai travaillé dans l'éducation aux médias et je pense que le vrai sujet, et j'ai des enfants de 8 et 10 ans, donc le vrai sujet il est sur les usages en fait du digital, comment on continue à... Mais en fait la réalité c'est que la population a besoin de liens humains en fait et pour moi c'est le vrai truc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout informatiser et tout... et voilà, je pense tout technologiser. Human-centric, comme ouais, dirait c'est ça, Jeff c'est ça. Bezos. Et nous, on le constate jour après jour, y compris aussi avec des gens qui font des projets pour la démocratie, comme Cyril Dion, enfin voilà, c'est aussi, il n'y a pas que lui, hein, c'est des acteurs méconnus qui sont la société civile, quoi, les acteurs associatifs, le sport. Enfin, pour moi, c'est aussi tout un pan de la société qu'on oublie totalement, mais nous, qu'on constate, avec lesquels on travaille au quotidien, quoi. Voilà. Laure. Moi, je vais parler plutôt du marché du livre. Le marché du livre, oui, je suis optimiste. C'est un marché super résilient. Les éditeurs se plaignent toujours, mais c'est normal. Donc oui, ça va continuer. Je pense qu'il y a par contre une chose qui va beaucoup changer et qui aurait dû changer déjà depuis des années, c'est le partage de la valeur sur ce marché-là. Et je pense que ce que nous, on a créé, d'accompagner les auteurs indépendants, ce que Thibaut... vous avez créé avec KissKissBankBank Publishing, c'est ces initiatives-là qui vont faire changer les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les auteurs, il y en a une grande partie qui voudra toujours être représentée être choisie par un éditeur. Parce que nous, c'est ça qu'on voit. Hein, c'est 80% des gens qui viennent chez nous, ils viennent dans l'espoir d'être repérés par un éditeur traditionnel. Donc ça restera. Mais ça restera si et uniquement si les éditeurs sont capables de faire un partage de valeur plus équitable, en l'occurrence vers l'auteur. Et je pense que nous, on contribue à ce mouvement-là. Ouais. Et ça s'est passé comme ça. Juste, l'indépendance... Exactement. Juste pour Exactement. abonder là, par rapport à ce que vous disiez sur le partage 50-50, et je sais le partage que fait Librinova, un auteur, moi je sais, j'ai publié un bouquin chez Erol, donc je sais exactement, un auteur qui est publié chez un éditeur traditionnel touche, quand il est très connu, allez, 10-12%, et quand il est moins connu, 8%. Mon cas, nous étions 2 coautrices, nous nous sommes partagés 8%. Nous avons publié en auto-édition notre livre parce que c'était un deal avec l'éditeur et nous avons touché 70% de droits à chaque vente. Donc voilà, ça résume aussi, c'est ce que tu dis sur le partage, qui est quand même quelque chose. Ils vont devoir bouger et c'est pour ça qu'une Léna Situation, elle préfère effectivement se ne publier pas elle-même. passer devant un éditeur. Julien, le mot de la fin, tu es positif. Super, ça m'a clôturé, c'est le bonheur. Pour abonder dans le sens de Laurent, oui, dans 5 ans, c'est quand même assez loin quand on voit ce qui peut se passer, ne serait-ce qu'en une année. Je dirais qu'il faut que la presse traditionnelle soit au rendez-vous déjà, prenne le virage et rapidement. J'ai pu voir ça déjà à l'époque de la radio. Et ça me ferait mal de voir à l'heure où tout le monde peut être son propre média et faire passer tout et n'importe quoi comme info sans vérification. Et là, je parle pas de label, je parle pas de trucs chelous. C'est vraiment juste, si on veut perdurer et que les médias puissent être des vecteurs de confiance et toujours être présents, c'est de se diversifier, d'aller chercher les gens là où ils sont et d'être un maximum présent sur tous les canaux de diffusion. C'est-à-dire, n'hésitez pas à nous lire déjà dans un premier temps, mais on faudrait essayer qu'on puisse aussi et nous regarder et nous écouter et d'être partout, là où il le faut. Voilà. Tout à fait. Je pense. Ce sera le mot de la fin. Eh Je pense qu'on peut applaudir nos invités. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Et puis merci à vous, le public aussi, d'avoir été présent.